Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du mercredi 18 octobre 2017. Alors ce soir, comme vous avez pu le lire, il y a la publication du livre beige de la Fed. Alors qu'est-ce que c'est le livre beige de la Fed? Eh bien c'est tout simplement un livre, un compte rendu des des différentes réserves fédérales que comportent les États-Unis. Parce que les différentes réserves fédérales sont délimitées en districts. Et donc chaque réserve fédérale eh bien publie un compte rendu, enfin regroupe les informations il y a un livre une note qui regroupe toutes les indications économiques de ces réserves fédérales pour donner un climat, mesurer la température un petit peu de la situation économique de l'ensemble du pays. Voilà, donc il est particulièrement important parce que eh bien il parle généralement d'inflation et vous comme moi nous savons combien l'inflation est importante en ce moment, surtout pour la Fed, étant donné que c'est le dernier critère qui l'empêche, qui l'empêche entre guillemets, la retarde, qui retarde l'institution de procéder à une nouvelle hausse des taux. Alors, bonjour à vous Frédéric, bonjour Luc, j'espère que vous allez bien, Brigitte que je salue également, Bruno, salut Valentin, la paire la plus évidente à trader aujourd'hui. Alors la plus évidente, on va voir ça ensemble. Évidente, je ne sais pas, mais en tout cas je vais vous donner la plus intéressante. Raymond que je salue également, on a déjà une idée. Hop, hop, Franck, bonjour, Emmanuel, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit, excusez-moi, un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, résumé des sciences américaines et asiatiques. On a eu un marché action qui a plutôt progressé, légèrement progressé hier. On a le Dow qui a, comme vous le savez, dépassé 23 000 mais qui n'a pas clôturé au-dessus. Dans le sillage des bonnes publications, hein, on a Goldman Sachs, Morgan Stanley qui ont publié des résultats plutôt satisfaisants. Le DXY qui continue de rebondir grâce à ces bonnes statistiques macroéconomiques. Hein, depuis l'inflation qui a été publiée vendredi, on a des statistiques plutôt extrêmement solides aux États-Unis. Donc voilà, ça renforce la possibilité d'une hausse des taux. Les rendements obligataires, le marché obligataire s'est stabilisé. Le rendement à 10 ans, on peut voir, on n'a pas eu de changement. Le yen index cette nuit, eh bien on peut voir qu'il perd un petit peu de terrain, ce qui permet au Nikkei de progresser. Le Hang Seng est à plat. Est à plat, pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'ouverture du consortium du Parti populaire chinois aujourd'hui. Le président chinois devrait parler de réformes structurelles. Le marché attend des propos par rapport à ce sujet-là, par rapport à l'endettement de la Chine, voilà, par rapport à pas mal de sujets économiques. Donc ça a lieu 2 fois tous les 10 ans, me semble-t-il. Et il ouvre aujourd'hui. Généralement, alors on a l'indice chinois qui baisse pendant 5 jours consécutifs. Donc voilà, ne nous attendons pas à ce que la région asiatique offre des indices vraiment très haussiers pour le restant de la semaine. Le MSCI Asia Pacifique plus 0,69%, donc d'un point de vue global, l'Asie progresse ce matin. Et le yen, on peut voir, le gold, il est stable. Le calendrier économique du jour, alors on aura le président Mario Draghi, le président de la BCE qui s'exprimera depuis Francfort à 10h10 concernant les réformes structurelles en zone euro, pas par rapport à la politique monétaire. Bon, à mon avis, il va y toucher 2-3 mots, il va faire une cause de lien-effet des réformes structurelles sur la politique monétaire, mais le titre, le sujet de sa conférence, c'est les réformes structurelles de la zone euro. Enfin, 10h30, nous aurons des chiffres du chômage et de l'emploi au Royaume-Uni qui seront particulièrement importants. Alors, qu'est-ce qui sera important? Le revenu moyen avec bonus compris, le taux de chômage bit. Voilà. Ce sera les deux les plus importants. Et à cet après-midi, à 13h et 14h30, nous aurons des chiffres américains, des chiffres sur le logement, les mises en chantier et les permis de construire, puis les stocks de pétrole brut. Et enfin, le fameux livre beige de la Fed. Donc c'est plutôt une journée qui est complète en zone en termes pardon de publication macroéconomique. Donc ça va être assez intéressant aujourd'hui et sans doute que le livre beige de la Fed va un petit peu comment dire redonner un petit peu de punch à ce marché qui est plutôt à plat en ce moment.
Alors bonjour à tous, voilà, il y a encore beaucoup de monde qui me dit bonjour, donc bonjour à toutes et à tous. Il va rencontrer Madame Merkel, Luc. Alors non, non, il ne me semble pas, en tout cas, je n'ai pas eu cette information. Pourquoi Francfort? Eh bien, tout simplement parce que le siège de la BCE est à Francfort, hein. Donc, le discours se fera directement depuis le siège de la BCE. Il n'y a, il me semble, pas de lien avec Merkel pour cette politique monétaire. Voilà, donc oui, le calme pour le marché, c'est un petit peu le mot de ces 10 derniers jours. Avant de poursuivre, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y aura la nuit du trading, une nouvelle édition de la nuit du trading de IG, la quatrième édition qui sera le jeudi 23 novembre à Paris. Euh, je vous annonce cela parce que l'équipe d'AliFX sera présente à cette nuit du trading. Donc si vous voulez me rencontrer avec Yoav Nizar et Vincent Bois, eh bien écoutez, ça nous ferait énormément plaisir de vous rencontrer. Donc voilà, si vous avez l'opportunité de venir, vous avez juste à vous inscrire, c'est sur le site IG. Vous ne pouvez pas louper sur la page d'accueil. Et voilà, ça va être particulièrement intéressant. Je vous invite à regarder voilà, tous les intervenants qu'il y aura. Il y aura des intervenants, vous voyez, responsables d'études de Standard Poor's. Voilà, il y aura un tas d'intervenants particulièrement intéressants. C'est gratuit, que ce soit pour les clients, pour n'importe qui. Il y a simplement besoin de s'y inscrire. Voilà. Donc ça va être sympathique, ça va être intéressant. Donc pour ceux qui sont sur Paris ou même pour ceux qui peuvent faire le déplacement, écoutez, je vous invite vivement à, à nous rejoindre. Alors, on commence pour le marché. On fait un petit tour. Alors, sur 5 jours, on peut voir que c'est le NZD, la devise la plus forte, bien qu'elle baisse depuis maintenant le début de semaine. On a tous les devises de ce qui baissent depuis le début de semaine. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a le dollar, qui vient se renforcer. Et donc, depuis le début de la semaine, on peut voir que quasiment tous les devises majeures se replient. Et le, comment dire, le plus fort repli, on peut voir que c'est l'euro et le Suisse franc, donc le franc suisse. Pour moi, le franc suisse, c'est une devise qui est intéressante à shorter. Pourquoi? Eh bien, déjà, on va avoir un franc suisse qui sous-performe lorsque l'euro progresse. Donc même quand l'euro progresse, on a un franc suisse qui sous-performe à cause des différences du contraste macroéconomique entre les deux régions. Ça, c'est le premier point. Et lorsque les deux devises sont baissières, eh bien, on a le franc suisse qui garde une corrélation avec l'euro. Et donc, voilà, il suit le cours de l'euro. Donc, au lieu de shorter l'euro, pour moi, une des choses intéressantes à faire, c'est plutôt de shorter le CHF. Parce que si l'euro se retourne, le franc suisse va en profiter, mais beaucoup moins. On va dire que il ne va pas sous-performer l'euro. Il va quand même sous-performer. Donc, quitte à shorter l'euro, il faut mieux shorter le franc suisse selon moi. Voilà. Après, faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais voilà, entre un euro-dollar et un USD-CHF, ça peut-être être plus intéressant de payer l'USD-CHF que de vendre l'euro-dollar. Mais les deux sont particulièrement intéressantes. Mais on y reviendra. Le DXY. Donc le DXY, on a toujours cette tête, épaule inversée qui n'est toujours pas validée. Il y a la ligne de coup qui est à 93,66. En cas de clôture au-dessus de cette ligne de coup, en cas de clôture journalière, le signal sera haussier jusqu'à 95,77. 95,77, 96, voire cette moyenne mobile à 200 jours. Bref, on aura quand même un beau rallye haussier qui nous attendra. À l'inverse, si on bute sous cette résistance et qu'on a une jambe baissière, une impulsion baissière depuis celle-ci, alors ça sera un signal baissier. Et le dollar, eh bien, consolidera dans cette zone. J'estimerai que le dollar sera en consolidation dans cette zone-là. Voilà, tout simplement. Donc, le DXY s'approche en termes de timing d'une zone particulièrement intéressante. Peut-être que le livre beige va alors je ne pense pas que d'ici le livre beige on ira atteindre les 87-66, mais peut-être que le livre beige donnera un petit peu plus d'énergie à cette reprise, ou alors à l'inverse on aura des décevantes annonces de la part du livre beige, de la méfiance quant à un resserrement de la politique monétaire de la Fed en décembre, et dans ce cas-là le DXY repartira à la baisse. Voilà, donc d'un point de vue technique et fondamental, le timing s'approche pour une nouvelle tendance du DXY.
impossible à suivre en live de la part de Luc. Alors si, excellente question, pardon Luc. Euh, le la nuit du trading sera accessible, sera en live sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux. Maintenant, si vous avez envie de nous rencontrer, eh bien, vous ne pourrez pas discuter librement avec l'équipe d'AliFX ou l'équipe d'IG, hein, parce qu'il y aura Alexandre, il y aura tous les membres d'IG France et tous les membres de DailyFX France qui seront là-bas. Donc, si vous suivez le live, bon, c'est déjà mieux que rien, mais vous pourrez pas nous rencontrer en personne. Mais bon, c'est clair que si vous habitez à Biarritz, Luc, voilà, si vous pouvez pas venir à Paris, ce sera quand même intéressant de suivre le live via YouTube. Euh, alors, vous avez raison pour l'USD, s'achève de la part de Brigitte. Alors, on va voir ça juste après. L'AUD-USD, donc l'AUD pénalisé par le cours de l'or. Le cours de l'or qui, comme on le sait, se replie. Il trouve un niveau de support à 1280 $, comme indiqué, il me semble, hier dans le webinaire. En tout cas, hier dans l'article, c'était un petit peu l'objectif, mais disons qu'il était relativement proche. C'était un objectif intraday. Maintenant, eh bien, c'est le même discours que le DXY, hein, comme vous le savez. On a une corrélation qui est particulièrement importante en ce moment entre le DXY et l'once or. On peut voir qu'il y a une corrélation totalement négative. Alors, historiquement, elle est totalement négative, mais le pourcentage varie. Il y a des moments où le DXY a plus d'influence sur l'or et des moments où il en a moins. En ce moment, le DXY a une forte influence sur le cours de l'or. Quand je parle en ce moment, c'est depuis le début du mois d'octobre. Voilà. Donc le DXY, comme on sait, il est sur un niveau de timing intéressant. Donc le cours de l'or, ça va être pareil. Sur le cours de l'or, il va faire l'inverse du DXY, c'est-à-dire il va revenir au-dessus de 1300 $ si on a un livre belge plutôt décevant. Et dans le cas contraire, eh bien, le cours de l'or s'enfoncera jusqu'à au moins sa moyenne mobile à 200 jours, voire même beaucoup plus bas, 1250. Voilà, donc pareil, le cours de l'or, on est sur un timing spécial, et donc l'AUD devrait consolider aujourd'hui, et il ne devrait pas dépasser avant le livre belge de la Fed sa moyenne mobile à 20 jours. De toute façon, tous les paires majeures vont aujourd'hui, encore une fois, hein, regardez, ces chandeliers, ils sont extrêmement petits, ce qui montre bien la très très faible volatilité qu'il y a sur le marché en ce moment. Tous les paires majeures vont plutôt rester neutres, je pense. On aura peut-être les statistiques macroéconomiques américaines de cet après-midi, permis de construire, les ventes de logements, qui vont pardon, les permis de construire et les mises en chantier, qui vont voilà, varier, influencer le dollar, mais de pas grand-chose. C'est surtout le livre belge, à mon avis, que le marché attend. Donc l'euro-dollar, moi, encore une fois, j'ai plutôt un avis baissier, jusqu'à 1,17, et après tout dépendra de cette ligne de coût du DXY. Le GBP, ça peut être une devise majeure, un peu plus intéressante en intraday, parce qu'on a des statistiques aujourd'hui du Royaume-Uni et des statistiques américaines. Donc, elle est peut-être un peu plus enclin à avoir de la volatilité aujourd'hui. Et le GBP, bah, tout dépendra des annonces macroéconomiques, mais d'un point de vue seulement technique, je parle, on est repassé sous la moyenne mobile à 50 jours, sous ce niveau de support. Donc je pense que le GBP, d'un point de vue technique, encore une fois, peut revenir à 1,31. Maintenant, les statistiques fondamentales pourraient infirmer cette annonce. Mais je suis alors c'est de la spéculation ce que je vais vous dire là, mais je suis plutôt confiant sur le livre belge qui va être publié ce soir par la Fed. Donc voilà. Concrètement, tous les craintes de l'inflation devraient être assez limitées ce soir. Donc je pense que la réaction sera haussière sur le dollar, mais bon, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, donc je ne peux pas vous dire cela avec forte conviction. Le NZD, se replie. Alors, après avoir dépassé cette moyenne mobile à 200 jours, il est venu trouver une résistance à 0,7183, comme on peut le constater. On a une reprise baissière. Bon, pour le moment, il n'y a pas vraiment de direction. C'est un scénario de consolidation qui est devant nous. On a un NZD qui se reprend depuis quelques séances, depuis même une dizaine de jours, et on a un dollar également qui se reprend. Donc, on a deux devises qui sont plutôt fortes. C'est d'ailleurs les deux devises les plus fortes. Le NZD, c'est la devise la plus forte sur 5 jours glissants. Donc voilà. Et à côté de cela, on a le dollar également qui progresse. Le SD4 toujours à consolidation. Vous voyez que hier, cette borne du range à 1,26 environ a été une prise de bénéfice. Ce qui montre bien que le marché oscille
entre les 1,2550 et les 1,26. Donc, on a eu un test de cette résistance, ce qui montre bien qu'on avait des prises de bénéfices et des vendeurs qui étaient présents à 26 et qui est donc réexploitable. Donc, si le cours revient à 25, à 24,50, ce sera une opportunité technique pour passer à l'achat. Et s'il vient à 26, ce sera une opportunité technique pour passer à la vente. L'USD-SHF, on n'a pas eu de clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, attendons, bien qu'on évolue au-dessus de cette moyenne mobile en ce moment précis, et bien que mon biais soit haussier sur du moyen long terme, à court terme, ce que j'attends d'un point de vue technique, c'est la cassure et la clôture au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours avec une conviction. Là, on n'avait pas vraiment de conviction. On avait léger chandelier, c'était pas vraiment convaincant. Par contre, aujourd'hui, si on a une clôture vraiment brève au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, et l'idéal, ce serait au-dessus du récent plus haut à 0, alors 0,98, voilà. Si on a une clôture au-dessus de 0,98 aujourd'hui, ça sera un signal haussier jusqu'à la parité. Voilà, donc l'USD s'achève. Aujourd'hui, on doit avoir une indication précise pour demain. Et l'USD Yen, bien l'USD Yen, voilà, reprogresse. Pas vraiment de tendance vraiment précise. Il oscille. Et donc, comme vous en doutez, tout va dépendre du livre belge de la Fed. Soit le momentum va remonter grâce au livre belge de la Fed, l'USD Yen va revenir à 111, et dans ce cas-là, ce sera haussier jusqu'à 114 probablement. Et dans le cas contraire, on a un livre belge décevant et l'USD Yen reviendra chercher sa moyenne mobile à 200 jours. Alors bonjour Valentin, alors bonjour à vous, ah oui j'espère que vous allez bien, alors oui très bien merci, j'espère que vous aussi. Une idée sur l'USD Yen, donc en intraday l'USD Yen, comment je me positionne alors avant le livre belge de la Fed bien évidemment, parce que l'analyse sera, le scénario sera confirmé ou invalidé pendant le livre belge, pendant la publication du livre belge, mais avant le livre belge, disons que j'ai plutôt un sentiment haussier sur le dollar. On a eu les ouragans, je vous rappelle, aux États-Unis qui ont frappé la côte ouest, la côte est, pardon, donc en Floride et au Texas, pour être précis. Donc on a eu des ouragans qui ont fait pas mal de dégâts, ce qui a boosté la consommation au mois de septembre, comme on l'a vu avec les chiffres la semaine dernière, ce qui devrait donc booster la production, ce qui est le cas, ce qui a été le cas, les publications de la semaine dernière également, et ce qui devrait booster les mises en chantier d'aujourd'hui. Voilà, donc ces ouragans ont eu un impact positif, que ce soit sur le pétrole ou sur les chiffres macroéconomiques américains. Après attention, c'est un petit peu comment dire, un souffle, c'est-à-dire qu'on va avoir des excellents chiffres probablement pour le mois de septembre qui sont en train d'être publiés, mais en novembre on devrait avoir un ralentissement de la progression parce que forcément cette forte accélération a été générée par des forts dégâts causés par des facteurs aléatoires, enfin à cause des facteurs non contrôlables. Donc voilà, c'est quelque chose de positif sur du court terme, mais à moyen terme, le marché pourrait être déçu. Je fais référence aux chiffres qui vont tomber en décembre par rapport au mois de novembre. Eh bien, on aura des chiffres qui seront peut-être un peu plus modestes. Et ça pourrait décevoir le marché. Mais à court terme, en tout cas, c'est sûr que le dollar est renforcé grâce à ces bonnes statistiques qui, à leur tour, sont générées grâce entre guillemets, hein, aux dégâts causés par les ouragans qui ont frappé les États-Unis en fin août et début septembre. Voilà, donc moi j'ai plutôt un avis haussier sur ces chiffres macroéconomiques, et donc l'USD Yen et toutes les paires majeures, je pense que c'est le dollar qu'il faut payer en intraday, mais maintenant le momentum devrait rester assez limité parce que le marché attend le livre belge de la Fed. Voilà tout pour ma conviction d'aujourd'hui. C'est ma conviction du dollar, c'est ce que je pense qui va se passer du dollar. Maintenant, voyons comment ça va se dérouler tout au long de la journée. On passe sur le marché action et ensuite, alors on va voir déjà le trade entre guillemets du jour. Alors sur 5 jours glissants, on voit qu'on a le NZD qui est la plus forte, l'euro SHF qui est la plus faible. Sur un jour, on a le CAD, NZD qui est la plus faible. Tac tac tac, donc le CAD qui se stabilise en fait. CAD, ok, CAD là. Alors moi j'aurais tendance à regarder le 4 CHF en intraday. On aura le stock de pétrole en plus cet après-midi aux États-Unis. Donc le 4 CHF, ça pourrait être une opportunité intéressante. Regardons un petit peu la configuration.
Alors 4 CHF, c'est un petit peu comme le CAD Yen, hein, le 4 CHF. Le CAD Yen, on est toujours à l'achat, je vous rappelle. 4 CHF, pour moi, il devrait être haussier. En ce moment, on a un ralentissement du momentum sur le CAD. Le CAD qui était la devise la plus forte au deuxième trimestre et au troisième trimestre de l'année, quasiment jusqu'à la fin du troisième trimestre. En tout cas, cet été, le CAD a été extrêmement performant. C'était la devise la plus performante en fait du Forex. Donc c'est normal qu'on a une prise de bénéfice qui dure maintenant depuis maintenant pas mal quelques semaines. Mais pour moi, ça va repartir parce que les statistiques macroéconomiques sont plus que bonnes et le pétrole est quand même beaucoup plus haut que ce qu'il était au début de l'été. Donc tout justifie une hausse du dollar canadien d'ici les prochains mois. Maintenant, quand est-ce que ça va avoir lieu? Probablement lorsque il y aura un facteur conséquent qui arrivera sur le marché. Le facteur conséquent, ça pourrait être une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada ou simplement l'approche d'une réunion de politique monétaire de la Banque du Canada. Et voyons un petit peu quand est-ce qu'est la prochaine réunion. Alors la prochaine réunion monétaire de la Banque du Canada aura lieu, calendrier des banques centrales. Banque du Canada, octobre, 25 octobre. Donc peut-être qu'à l'approche du 25 octobre, dès la semaine prochaine, donc le 25, ça sera mercredi prochain, peut-être qu'à partir de lundi prochain, on va avoir un début de reprise haussier du dollar CAD. Et si c'est pas le 25 octobre, ça sera fin novembre en spéculation pour une hausse des taux en fin décembre. Voilà, donc le CAD on devrait être fixé soit d'ici la semaine prochaine ou soit d'ici 2 mois. Donc le CAD en intraday, CAD CHF, ça me semble assez intéressant. En intraday, je dis bien, direction 0,7840. Donc il y a 16 pips. Allez, 16 pips à aller chercher, 78,50 allez en maximum, mais pas beaucoup plus. Voilà, pas beaucoup plus. À part si on a des stocks de pétrole qui sont en fort, on a un fort déstockage pardon, de pétrole brut aux États-Unis et d'essence et des produits distillés qui vont avec. Donc si on a des chiffres liés au pétrole qui sont en déstockage aux États-Unis cet après-midi, ça devrait soutenir le CAD et le momentum serait accentué sur le CAD yen, sur le CAD CHF et tous les paires en CAD. Alors, SP500, les indicateurs très élevés depuis un moment, c'est difficile de monter plus haut, qu'en pensez-vous? Catherine, moi je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Alors j'aime bien parler de cela. Je pense que tout le monde voit les indicateurs particulièrement élevés sur les indices boursiers et c'est une excellente transition pour passer aux indices boursiers. Euh, donc on a des indicateurs qui sont extrêmement élevés sur les indices boursiers, surtout aux États-Unis, sur tous les indicateurs, hein, le PE, le ratio PE, les indicateurs techniques qui sont, eh bien, le RSI. Si on regarde le RSI hebdomadaire, alors voyons un petit peu ensemble. Le RSI hebdomadaire, voilà, on bute quand même sous résistance d'assez long terme. Hein. Donc voilà, on a un momentum qui est sous résistance. Ça semble être difficile d'aller beaucoup plus haut que ce qu'on est là. Avant une phase de, enfin, il faudrait une phase de respiration. C'est ce qu'on peut se dire. Mais dans le fond, il faut toujours suivre le sens de la tendance. En tout cas, c'est mon opinion. Donc bien qu'on a des indicateurs qui sont surachetés, il y a un momentum très élevé, surévalué, peu importe. Pour moi, la tendance elle est haussière. Ces indicateurs-là, nous les avons depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et pourtant, depuis plusieurs mois, eh bien, le S&P continue de progresser. Donc, pour moi, ça serait une erreur de vendre alors que le cours est haussier. Si on a une confirmation de la baisse, parce que pour moi, c'est que des signaux. C'est que des signaux baissiers. On a des indicateurs surachetés, on a un momentum trop élevé, on a une valorisation trop surévaluée, etc., etc. Donc pour moi, c'est que des indicateurs. Mais en soi, ils sont pas confirmés, ces indications. Tant qu'ils sont pas confirmés, c'est, je pense, dangereux de passer à la vente directement sur le S&P. Donc je préfère suivre le sens de la tendance. Le sens de la tendance nous donnera beaucoup plus de pips que essayer de deviner quand est-ce que le cours va se replier. Voilà, personne ne le sait avant que ça arrive. On peut avoir des avis, des estimations, mais on peut pas en être sûr. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la tendance est haussière. Donc pour moi, les stratégies acheteuses devront
continuer. Je ne pense pas qu'il faut acheter à ce niveau de prix, mais je ne pense pas qu'il faut vendre maintenant. Quand est-ce qu'il faudrait vendre? Eh bien, si on a une divergence baissière qui soit validée. Et encore, la divergence baissière en journalier, on peut voir qu'elle n'est pas suffisante. Regardez, divergence baissière ici, et pourtant, qui est validée, et pourtant le cours se replie d'aller 2%. Donc c'est plutôt allez, une divergence baissière en weekly qu'il faut chercher. Et pour le moment, on n'en a pas beaucoup. Hein. J'en ai pas, j'en vois pas. Donc pour le moment, ça me semble assez risqué de shorter les indices américains, que ce soit le S&P, le Dow qui a atteint voilà 23 000, qui a clôturé au-dessus de 23 000 hier, qui a clôturé au-dessus de 23 000. Voilà, la tendance est haussière. Ça fait quand même pas mal de temps que ces indicateurs sont en excès, mais je pense, pour conclure, ça serait une erreur, en tout cas très risqué, de vendre les indices maintenant. Catherine qui dit SP500 Ishimoku prévoit toujours à la hausse. Voilà, donc moi je ne traite pas avec Ishimoku, mais c'est vrai que si Ishimoku le dit à la hausse, Ishimoku c'est un super indicateur, mais voilà, on a quand même une tendance qui est haussière et qu'il ne faut pas oublier, bien qu'on a des indications qui invitent à la vigilance. Voilà, je dirais que les indications que l'on a actuellement, ça invite à la vigilance, à peut-être réduire notre positionnement à l'achat, mais pas encore passer à la vente. Positions vendeuses pourront être exploitées dès lors qu'on aura un retournement de la tendance. Voilà, tout simplement. Donc, pour faire bref, Dow 23 000, 23 000, je pense que il est bien parti pour aller chercher les 24 000. Hein. Peut-être qu'on va avoir une zone de consolidation, comme on a à chaque fois, comme je vous l'ai montré la semaine dernière. Regardez à 22 000. Alors pas les 22 500 ou 21 500, mais pas tous les 500 points, mais regardez 22 000, 21 000, 20 000. Donc 20 000 c'est un énorme point. Mais vous voyez que ces chiffres ronds, il y a quand même entre guillemets, une petite consolidation qui dure environ au moins un mois. Voilà, au moins un mois, parfois 2-3 mois. Donc je pense que le dos pourrait consolider de l'ordre de quelques semaines autour des 23 000 avant de repartir à 24. Ce qui permettra au momentum de se replier. Regardez un petit peu le momentum. À 20 000, le momentum était en excès, il repart à 50. On atteint 21 000 ici, le momentum était en excès, on repart à 50. On est à 22 000, donc environ ici, avec un plus haut à 22 100. Faut voir que le momentum était quand même, c'était pas en excès, mais était assez élevé, et il est reparti à 50. Voilà, donc pour moi, là, vous voyez que on est sous cette résistance qui a été testée 2 fois depuis la fin de l'année 2016. 1, 2. On est juste en dessous. Et donc le momentum, pour moi, il pourrait revenir à 50. Le temps que le cours consolide. Et une fois que le momentum sera revenu à 50, on aura probablement cette nouvelle impulsion haussière qui permettra d'avoir une nouvelle impulsion de 1000 points sur le dos. Voilà un petit peu moi ce que j'ai en tête. Après, voilà. Encore une fois, c'est de la spéculation hein, ce que l'on fait, donc c'est difficile de vous donner avec certitude. Si le DXY casse son épaule tête-épaule inversée, je voulais vous demander selon vous quel serait le potentiel de baisse sur le gold, quelle serait la target à viser et euro-dollar sur 1,15. Alors déjà euro-dollar oui 1,15 directement. Moi je vous dis Franck, si l'épaule tête-épaule inversée est validée, il y a des fortes chances que l'euro-dollar atteigne 1,15. Pour le gold, 1250 serait un premier objectif. Mais j'ai des perspectives peut-être trop ambitieuses si je vous dirais 1200. Voilà. 1200, ce serait pas que grâce à l'épaule tête épaule, ce serait dans le sillage, et bien d'une, aux étaux de la Fed pour décembre. Mais déjà, si on atteint 1250, ça serait quand même un plus bas de plus de 3 mois. Donc, ça serait déjà particulièrement conséquent. Voilà. Et en plus, on casserait cette moyenne mobile à 200 jours qui, eh bien, je vous rappelle, cette moyenne mobile à 200 jours matérialise la tendance de long terme. Dès qu'on est au-dessus, on estime que la tendance est haussière, et quand on est en dessous, on estime que la tendance est baissière. Donc si on passe en dessous de cette moyenne mobile à 200 jours, on va probablement aller beaucoup plus bas que 1250. Mais bon, déjà 1250, on a 1280. Si l'hypothèse inversée est validée sur DXY, alors que le gold est à 1280, on a quand même 30 pips, 30 dollars, pardon,
qui sépare le gold actuel de 1250. Donc ça fait quand même un scénario plus qu'intéressant. Voilà, donc pour moi, si on a l'épaule tête épaule inversée, c'est 1,15 sur l'euro dollar, 1250 sur le gold. Et si on a cassure de ces deux niveaux, eh bien, à ce moment-là, on pourra envisager une poursuite des tendances baissières. Mais tant qu'on n'a pas, je préfère rester quand même modéré dans mes propos. Les indices européens voilà, encore une fois, il y a rien sur les indices sur les marchés actions en ce moment. Les marchés actions, alors qu'est-ce qu'ils attendent les marchés actions européens? Eh bien déjà ils attendent une amélioration des tensions entre la Catalogne et Madrid. D'après dernières informations, Madrid devrait reprendre le contrôle de la Catalogne. Donc au lieu que la Catalogne soit gouvernée, comme vous le savez, en Espagne, il y a donc le gouvernement espagnol, mais il y a également un gouvernement régional. Et donc, a priori, Madrid devrait reprendre le contrôle total de la région d'ici, eh bien, on ne sait pas quand exactement, mais ça serait l'idée qui serait faite. Maintenant, on n'a pas de date précise pour cette prise de contrôle, et d'ailleurs, on ne sait même pas si elle aura lieu. Mais bon, en tout cas, on n'a pas vraiment d'amélioration du dialogue entre Madrid et les partis indépendantistes catalans. Et tant qu'on n'a pas cette amélioration, alors certes, ce n'est pas les mêmes tensions que ce qu'on avait au lendemain du référendum, mais on a quand même des inquiétudes dans la zone euro. Ça crée des inquiétudes pour les investisseurs de la zone euro. Donc forcément, ça crée pas un climat favorable à l'investissement. De plus, on a les marchés actions européens qui s'apprêtent à commencer à publier leur publication des résultats du troisième trimestre. Donc voilà, le marché attend. Le marché attend la publication de ces résultats et une amélioration de ce dialogue espagnol. Voilà, donc c'est vraiment la patience sur les indices européens, et dès lors qu'on aura des grosses capitalisations boursières qui publieront leurs résultats dans la zone euro, eh bien ça devrait débloquer un petit peu la chose. Mais en attendant, le DAX pour moi c'est la même chose. Une résistance 13 000, allez, 13 030 et un support à 12 950. Voilà, donc ce range d'environ 80 pips, pour moi c'est un range qui est exploitable tant que le DAX n'y est pas sorti. Le CAC, la moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 200 jours, moyenne mobile à 20 jours qui a encore une fois été testée hier. Donc c'est le même objectif pour moi. C'est-à-dire que si le cours revient à la moyenne mobile à 20 jours, ce sera en intraday une opportunité pour passer à l'achat. Pour passer à l'achat et viser au maximum 5380. À moyen terme, ce que j'attends, c'est que le CAC passe en dessous de cette moyenne mobile à 20 jours, puis clôture à la hausse. Et dès qu'on aura la clôture à la hausse au-dessus de cette moyenne mobile à 20 jours, ce sera le signal haussier. Cette moyenne mobile à 20 jours me permet de déterminer si le cours, l'actif, respire ou non. Dès que le CAC, par exemple, va passer sous sa moyenne mobile à 20 jours, je pourrais affirmer avec certitude que voilà, le marché respire et qu'il a peut-être suffisamment respiré. Là, en tout cas, on peut voir que le momentum qui, pour ceux qui ont suivi le webinaire éducatif d'hier, on l'a vu, hein, on a une phrase de la part du créateur du stochastique qui disait que, et c'est vrai, le momentum anticipe l'action du prix. Alors c'est pas la phrase exacte, mais c'est l'idée. Donc on a des indications précoces venant du momentum et on peut voir que le momentum s'affaiblit et on a peut-être probablement 65,99 et 65,33. Alors non, on n'a pas de divergence haussière, mais ça pourrait suivre d'ici les prochaines séances. Bon, en tout cas, on a un momentum qui s'aplatit et qui pourrait rebondir. Et s'il rebondit, ce sera le moment de passer à l'achat pour viser les 5500. Et enfin l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, pareil, c'est une consolidation. La moyenne mobile à 20 jours qui est testée hier, et bien c'est le même topo que pour le CAC, c'est-à-dire que si en intraday, l'Eurostoxx revient tester cette moyenne mobile à 20 jours, qui est actuellement à 3188, donc en clair 3600, si le cours vient toucher 3600 aujourd'hui, ça serait en intraday, je dis bien, une opportunité pour passer à l'achat. À moyen terme, j'attends encore des scénarios pour avant de passer à l'achat. Donc le scénario, ça serait une clôture à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours ou une divergence haussière sur du daily ou du 4 heures.
Alors, je regarde un petit peu vos questions. Tac, tac. Alors, merci Valentin pour tout ce que vous faites, très agréable. Alors, merci à vous Franck pour votre présence. Écoutez, si ça, je peux vous, si ça vous donne des informations, eh bien c'est l'essentiel. Ça me fait plaisir. Bruno, pourrais-tu tweeter quand le TIDXY sera validé? Alors, bien évidemment, Bruno. Alors, dès que l'épaule tête-épaule inversée sera validée, je la tweeterai. Mais d'ailleurs, étant donné que la clôture journalière se fait à 22 heures. Bon, il y a peu de chances que je vais tweeter l'épaule tête-épaule inversée à 22 heures. Donc, vous le saurez directement le lendemain matin à 9 heures, heure française. Mais bon, si je le tweet, ça sera probablement une demi-heure ou une heure avant le webinaire. Avant le webinaire du matin. Donc, dans tous les cas, si je ne le tweete pas, vous le connaîtrez dans ce webinaire. Mais voilà, en tout cas, je vais le tweeter. Mais ce sera probablement en même temps que le webinaire. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Bonjour, attention au match du Barça ce soir. Alors, Philippe, alors je ne sais pas qui. Alors moi, il y a plutôt le match du PSG ce soir qui est un peu plus intéressant, mais bon, s'il y a le Barça, écoutez, ça va être également intéressant. Alors, avoir une bonne idée? Peut-on avoir une bonne idée de trading? Merci. Alors, une bonne entre guillemets, j'aime bien cette. Merci Catherine de mettre ça entre guillemets parce que forcément, on ne sait pas quelle sera la bonne. Donc pour moi, la bonne, comme je l'ai dit, c'est peut-être le 4 CHF. On a un pétrole qui quand même est neutre face au dollar sur 5 jours et qui superforme le dollar à très court terme. Et à l'inverse, on a l'euro qui est selon moi tendu à la baisse. Et comme je l'ai dit, je préfère shorter le CHF, pas mettre que des shorts sur l'euro. Donc j'aime bien également shorter le CHF en ce moment pour des raisons fondamentales, comme je l'ai dit au début du webinaire, et pour des raisons techniques. Donc le 4 CHF, pour moi, ça peut être une devise, une paire intéressante. Et donc l'opportunité, comme je l'ai dit, le trade, entre guillemets, hein, la bonne idée de trading du jour, ça serait donc 0,7850 au maximum en intraday. Et vous pouvez voir que l'objectif haussier du mardi 12 septembre jusqu'à 0,7957 avait été atteint et à moyen terme, voilà, si vous vous intéressez plus au moyen long terme, le 4 CHF, je pourrais vous dire retour à 0,7957 pour des raisons fondamentales. Les raisons fondamentales, on a quand même un contraste entre la politique monétaire de la Banque du Canada et celle de la BNS. La BNS, elle est encore dans une politique extrêmement accommodante, des taux négatifs. Un Libor qui est à moins 0,70%, il me semble, ou moins 0,75. Alors, on va regarder ça je vais pas vous dire de bêtises. Libor, tac, moins 0,75%. Donc on a des taux quand même négatifs, ce qui permet à l'inflation de progresser, de commencer à progresser. Mais on est encore très loin de l'objectif des 2%. Et à l'inverse, au Canada, l'inflation est clairement dans la tranche des 1 à 3%, avec une médiane aux alentours de 1,6, ça varie, mais aux alentours de 1,6. Le taux de chômage est en baisse et s'approche des 5%. Et la croissance est plutôt bonne sur du moyen terme. Donc, tout me laisse à penser qu'on aura un nouveau durcissement de la politique monétaire, encore un nouveau tour avant la fin de l'année. Et donc, ça devrait, un bout d'un moment, soutenir de nouveau le dollar CAD comme on l'a connu cet été. Voilà, donc à moyen terme, pour moi, 0,7950 c'est tout à fait possible. Mais si je devais me positionner qu'en intraday sur cette paire, 0,11850 serait le maximum. Disons que 0,11840 serait déjà très bien. Voilà. Donc tout dépend de votre horizon de temps. Voilà, écoutez, moi j'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vous donne rendez-vous donc à demain, même heure et même salle de training pour le prochain point de marché. Et en attendant, eh bien écoutez, rendez-vous sur sitedelifix.fr pour davantage pour la suite des actualités tout au long de la journée. Et voilà, donc excellente journée à vous et à demain pour le prochain webinaire.